Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Gunin, General Manager de Gorillas France. Bonjour Pierre. Bonjour Franck, merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être là. Voilà, et on discute aujourd'hui du marché du quick commerce, de la livraison, également de la culture d'entreprise, du travail, comment est-ce qu'on travaille chez Gorillas et dans l'industrie. Et on va parler bien sûr aussi un peu du télétravail, des bureaux, de la culture en général. Donc merci d'être là Pierre. Est-ce que tu peux commencer à te présenter et présenter également Gorillas? Tout à fait, yes. Je vais commencer par qui est Gorillas. Alors Gorillas, c'est une société allemande à l'origine, qui est très jeune, puisqu'on a juste 2 ans, on va fêter notre 2e anniversaire. C'est une société qui ambitionne de vraiment révolutionner la façon dont les consommateurs font leurs courses alimentaires, en proposant un modèle dans lequel on peut se faire livrer ses courses en moins de 10 minutes. Donc on propose de vraiment se substituer au modèle traditionnel des courses physiques, en proposant une application très simple sur laquelle on a un choix d'à peu près 2000-2500 références qui, une fois sélectionnées et payées, sont livrées par des livreurs qu'on appelle des riders en CDI et qui viennent chez toi te livrer tes courses en moins de 10 minutes. Donc c'est une société qui aujourd'hui a 2 ans, qui est présente dans 9 pays. Ce sont plus de 12 000 salariés aujourd'hui. On est présent dans plus de 60 villes en Europe et aux États-Unis aussi. Donc ça, une croissance extrêmement forte. On est effectivement leader de ce marché aujourd'hui en Europe. Et en France, on est encore plus jeune, puisqu'on a tout juste 1 an. On va fêter nos 1 an au début du mois d'avril, ouverture du premier magasin. On est présent dans effectivement aujourd'hui 5 villes de France. On est à peu près 1200 salariés aujourd'hui, avec une croissance effectivement assez exceptionnelle qui fait qu'effectivement on a cette position de leader aussi aujourd'hui en France. Alors moi, ça fait effectivement 1 an que j'ai commencé avec Gorillas. Avant ça, effectivement, j'ai travaillé pour une marketplace de services et de produits très connue qui s'appelle Groupon, que j'ai développé effectivement au départ en France, puis après ça à un niveau européen sur la partie marketplace de produits. Et quand j'ai rencontré le fondateur de Gorillas il y a un peu plus d'1 an, j'étais assez impressionné par la culture d'entreprise, les valeurs que portait la société et aussi l'ambition de ce marché qui est un des derniers bastions, la grande distribution je parle, qui n'avait pas été craqué par justement un nouveau mode de consommation. Et je me suis dit c'est un challenge que je veux aider à remporter et 1 an après, la société marche très bien. Et si on commence donc dans 1 an, un peu moins d'1 an, donc 1200-1300 personnes en France, ça fait beaucoup de monde. On a vu aussi des confinements, donc un contexte qui n'est pas évident pour recruter, pour onboarder les gens. Comment vous avez fait? Alors c'est vrai qu'on est né dans un contexte de crise sanitaire, que ce soit en Allemagne il y a 2 ans, mais aussi en France. Et ce que j'ai trouvé assez incroyable, et au départ, si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'y aurais peut-être pas cru, mais Gorillas France est né en remote complet. Ça veut dire qu'avant que les salariés se rencontrent pour la première fois, il y a presque eu 1 mois et demi, 2 mois. Ce qui veut dire que la première équipe, l'équipe fondatrice qui a commencé à trouver les premiers magasins, qui ont formé les premières équipes, c'est une équipe que j'ai rencontrée et que j'ai recrutée 100% à distance. Et effectivement, les 2 premiers mois, j'ai fait passer plus de 150 entretiens d'embauche à distance sans jamais rencontrer mes collaborateurs. Et malgré cette distance, aujourd'hui, c'est une équipe fondatrice qui est extrêmement forte, extrêmement soudée, qui partage les mêmes valeurs et qui montre que la distance physique n'empêche pas la cohésion de l'équipe et la performance de l'équipe. Donc c'était le contexte sanitaire, c'était peut-être à la fois un atout parce que se faire livrer quand on ne peut pas sortir ou quand on craint, par exemple, une infection avec le virus, c'est un atout, mais en même temps, c'est aussi compliqué de monter une équipe, monter une entreprise en même temps. Donc, vous avez connu un peu les 2 côtés. Exactement, ouais. Mais alors, d'abord, d'un point de vue marché, effectivement, le contexte sanitaire a permis à la société de s'implémenter et de grandir rapidement. Beaucoup de clients qui étaient contraints physiquement. Après la fin du confinement, la croissance était toujours là. Le client était en demande de ce nouveau service. Donc, le use case fonctionne extrêmement bien. Et effectivement, ça montre que sur le temps, ce nouveau mode de consommation va continuer à grandir. Mais si on parle des équipes plus particulièrement, effectivement, cette contrainte dans la création de l'équipe est devenue une véritable valeur. Pourquoi? Aujourd'hui, on est dans une logique chez Gorillas dans laquelle le travail à distance, que ce soit effectivement en termes de nombre de jours comme en termes de flexibilité du travail, fait partie intégrante de la culture d'entreprise et aujourd'hui n'est pas une barrière
à la rapidité ni à l'efficacité des équipes. Ça, c'est intéressant. Et c'est quoi la répartition des équipes? Il y a donc les riders, il y a un HQ, il y a des fonctions centrales. Comment tu répartis? Exactement. Alors, la particularité de Gorilla, c'est qu'on a 3 métiers, nous sommes 3 industries en une. Nous sommes d'abord des commerçants, ça veut dire qu'on achète et on revend de la marchandise. Et donc, pour ça, on est une équipe effectivement commerciale qui est basée dans un HQ et qui, effectivement, fait ce premier maillon de la chaîne de valeur, l'achat-revente. Le deuxième maillon, effectivement, c'est d'être une société qui fait de la livraison, de la logistique aussi, depuis nos fameux magasins. Et donc, on a une équipe qui est composée à la fois de riders, nos fameux livreurs en CDI, et en même temps de préparateurs de commandes qui font vivre ces magasins, ces ruches, et qui, eux, sont sur le terrain, et qui représentent à peu près 2/3 des effectifs. Et on est aussi une société technologique, avec tous les outils qui vont avec, qui nous permettent justement de créer le lien entre la partie commerciale et la partie opérationnelle, et qui, eux aussi, sont basés dans notre HQ. Et donc, il n'est pas évident, si je comprends bien, de créer une cohérence entre les équipes. Donc, on parlait un peu du contexte qui n'est déjà pas facile, mais après, il y a aussi des profils qui sont très variés, très différents. Plus, il y a une activité terrain qui est très importante, mais il y a aussi des activités qui sont plus des activités un peu bureau, centrales. Comment tu gères la cohésion entre les équipes? Comment est-ce qu'ils se rencontrent? Comment tu fais en sorte que ça travaille ensemble? Oui, et ça, tu as raison d'en parler, parce que c'est un vrai challenge du quotidien. Et c'est un challenge qui existe même dans le retail. Chez des grands distributeurs, il y a souvent une opposition entre les équipes des acheteurs, par exemple, qui sont au HQ, et les équipes terrain qui, eux, vendent les produits et sont en contact avec le client. Et ce que j'ai voulu faire chez Gorilla, c'est réussir justement à casser cette ambivalence entre ces deux équipes en faisant en sorte qu'ils travaillent main dans la main au quotidien pour aller plus vite et pour mieux servir le client. Et donc, il y a quelques valeurs fondamentales que j'ai mis en place dès le départ et qui permettent justement de garder cette connexion. Parmi ces valeurs et ces habitudes, il y a le fait, par exemple, que tous les salariés du HQ sont enclins, une fois par mois, à faire ce qu'on appelle un shift. Ça veut dire aller travailler dans un magasin entre 6 à 8 heures pour être en contact avec les équipes terrain et en même temps en contact avec le client. Et donc, personnellement, moi-même, tu vois, je me retrouve, bon, je le fais plus d'une fois par semaine parce que j'adore ça, mais hop, je mets le casque de rider et je vais à la rencontre avec le client, la rencontre effectivement avec les équipes sur le terrain. Mais c'est ce qui permet, c'est des petites habitudes comme ça qui permettent vraiment de changer culturellement. Il y en a un autre qui paraît très symbolique et qui pour moi était aussi important. Faut savoir que travailler dans un magasin, c'est pas forcément facile. Il y a des conditions qui sont dures, on est debout toute la journée. Que ce soit sur la préparation comme la préparation des expéditions aussi. On travaille dans des conditions où il fait froid aussi. Les magasins sont à des températures plus basses que la température extérieure parfois. Et donc le fait d'avoir un HQ qui soit au rez-de-chaussée, par exemple, comme tous les magasins qu'on a, montre que tout le monde est au même niveau, entre guillemets, dans la société. Donc c'est par exemple la raison pour laquelle aujourd'hui on a un HQ qui est de plein pied, pour avoir cette adéquation entre les équipes terrain opérationnelles et les équipes HQ. Et au bureau, il y a une politique de télétravail, il y a une présence, comment vous gérez cette partie-là? Alors, j'ai vraiment voulu capitaliser sur l'habitude de travailler en remote et de faire du télétravail. Donc aujourd'hui, il y a des règles où on a à peu près 2 jours de travail physique au bureau, au HQ. Après ça, on est très flexible sur cette règle-là, notamment parce qu'on a encore eu des contraintes très récemment avec le confinement. Mais je veux rester dans cette dynamique dans laquelle le salarié, avec l'accord de son manager, bien sûr, mais décide de travailler en flexibilité quasiment totale. Et encore une fois, ce que j'ai remarqué, c'est que la présence physique au bureau, au HQ, ou le fait d'être en télétravail n'avait pas finalement d'impact sur la performance et sur l'engagement des équipes. Donc là-dessus, je garde cette flexibilité effectivement très très forte que je donne aux salariés. Et je comprends que tu dis, je voudrais qu'il y ait un mélange entre les équipes, donc il y a des gens qui font un peu du shadowing ou qui vivent la vie de l'autre à l'échelle individuelle. Comment tu
tu crées une cohérence, comment tu développes la culture à l'échelle globale? Parce qu'il y a aussi une cohérence que tu fais un offset, comme tu fais un team event, comme tu fais un apéro avec tout le monde, avec 1300 personnes, et je pense que ce plus de la ville à Paris, bon, c'est presque impossible à faire. Est-ce que vous faites des événements ou vous ne l'avez pas encore fait, vous avez prévu? Et comment tu fais que l'ensemble va dans le bon sens? C'est vrai, ce qui est très difficile dans une société qui grandit aussi vite, qui est répartie dans 5 villes, avec des équipes HQ et des équipes terrain, c'est de rassembler tout le monde. Et aujourd'hui, avec les contraintes, notamment sanitaires qu'on a eues l'année dernière, on n'a pas encore eu l'occasion de rassembler tout le monde en un seul lieu pour célébrer les succès et partager les valeurs et apprendre tous à se connaître. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera sûrement cette année, maintenant que les règles commencent à être plus flexibles. Mais c'est vrai que ça a été compliqué, et c'est toujours compliqué d'arriver à rassembler tout le monde. Après, on a des rituels quand même en interne qui nous permettent de nous retrouver. On a des fameux All-Hands dans lesquels toutes les équipes sont connectées, depuis les magasins, depuis le HQ, quelle que soit la ville, dans lesquels on partage justement les succès, les challenges qu'on rencontre. On parle des individus, on parle des riders, on parle des préparateurs de commandes, des équipes du HQ, et on donne de la visibilité croisée. Donc c'est encore très digitalisé. Et ça fonctionne, tout le monde est connecté, même ça fonctionne, tout le monde est connecté. Il y a une très forte, il y a une très bonne ambiance dans ces calls, et on sent qu'il y a quand même une connexion entre les deux. Et vous faites ça dans quelle cadence? C'est au moins une fois par semaine. Une fois par semaine. Exactement. Tout le monde s'est réuni autour. Exactement. Autour de ce type d'événement. Donc c'est encore très digitalisé. On va aller vers plus de physique cette année, mais c'est encore effectivement sur un mode très digital. Donc tu as déjà parlé un peu de culture et on voit aussi que vous êtes brandé, et on voit le noir, le rouge, le gorillage en soi, c'est une petite manifeste culture aussi. Vous avez écrit les valeurs, vous avez constitué genre, votre manifeste vision, mission des valeurs, vous les affichez, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore en train de se créer? Non, alors c'est une des raisons, moi, personnellement, pour lesquelles j'ai rejoint cette société. Dans le milieu des startups et des scale-up, ce qu'on observe souvent, c'est que les valeurs arrivent après la croissance. Et chez Gorilla, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les valeurs fondamentales de la société existent depuis le départ. Elles ont été vraiment portées par le fondateur de Gorillaz, qui est à la base aussi un rider, une personne qui aime énormément la culture du ride et du vélo, et qui a construit Gorillaz autour de ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui nos riders sont en CDI, sont salariés, c'est parce qu'on veut leur donner les meilleures conditions de travail. Donc il y a une culture effectivement du always riding, il y a une culture de l'ownership, il y a une culture du changement permanent, une culture du service autour du client, du contact du rider salarié avec son client directement, qui sont extrêmement fortes aujourd'hui chez Gorillaz. Et ces valeurs aujourd'hui nous permettent de maintenir la cohésion des équipes à travers ce dont je te parlais, le fait d'aller travailler dans les magasins, d'être en contact avec le client, mais aussi de maintenir la qualité du service. Et effectivement, je pense que ce qui fait que Gorillaz aujourd'hui est aux avant-postes de changer cette industrie, c'est qu'on a construit un modèle qui finalement s'est fait un peu en contradiction par rapport au modèle de livraison à domicile qu'on peut connaître jusqu'à présent, dans lequel le livreur travaille dans des très bonnes conditions, a un contact beaucoup plus privilégié avec son client et du coup est très plébiscité. Et donc là, une des grandes différences par rapport à l'industrie traditionnelle, c'est que vous mettez beaucoup le focus sur la livraison, sur l'extension du magasin, on va dire. Et les magasins sont différents, ce n'est pas des grands enseignes avec des voitures. Et c'est pour ça aussi vous avez donc embauché tout le monde. Exactement. C'est ça, parce que ça crée, vous contrôlez mieux la création de valeur, l'expérience. Et avec ça, il vient aussi la promesse des 10 minutes. On a besoin des 10 minutes? C'est une vraie question. Aujourd'hui, on ne communique plus directement sur les 10 minutes parce que certains clients sont livrés en 5, certains clients sont livrés en 15 ou 20 en fonction du moment de la commande. Mais au-delà du temps, c'est vraiment un changement fondamental des habitudes de consommation. Aujourd'hui, un consommateur passe en moyenne entre 1h30 et 2 heures par semaine dans un supermarché.
Et à travers cette rapidité, nous, ce qu'on veut communiquer, c'est le fait que le client n'a plus besoin de se rendre physiquement dans son supermarché et qu'il peut consacrer ce temps à faire autre chose. Il délègue cette contrainte et en échange, il a un temps qui est extrêmement précieux aujourd'hui, qui peut mettre à contribution d'autres choses. Le fait d'avoir recruté effectivement toutes nos équipes, que ce soit pour la partie commerçant, la partie logistique comme la partie tech, c'était la possibilité justement de connecter ces trois métiers et le faire de façon extrêmement précise avec des experts dans chacun des métiers. Par contre, il y a un point qui est très juste, c'est que la partie rider, le fait que nos riders soient salariés, c'est un vrai challenge parce qu'aujourd'hui, notamment en France, le coût du travail est très élevé, la flexibilité n'est pas forcément facile et c'est un vrai challenge aujourd'hui. Donc nous, c'est un challenge qu'on prend à bras-le-corps, qu'on défend. Il y a une contrainte économique qui fait que notre modèle, on va voir à quel point on peut défendre ce modèle, mais ça va être difficile compte tenu des règles du travail. Parce que je comprends qu'en fait, vous avez aussi des pics à gérer. Donc les gens, ils se font livrer rarement, j'imagine, pendant la journée. C'est le matin, c'est le soir, c'est le midi quand on est à la maison. Et donc là, aujourd'hui, c'est là où les contraintes en termes de droit social, en termes de contrat de travail, etc., sont un peu limitées. Exactement, tout à fait. Mais comment tu fais en réalité? Donc il faut que tu trouves... Alors, il faut trouver un juste équilibre, effectivement, entre le besoin de ride, le besoin de livraison, et tes ressources, nos riders, qui, eux, effectivement, aussi ont des contrats qui sont des CDI avec des règles d'organisation du temps de travail qui sont rigides. Aussi. Et est-ce qu'ils sont vraiment plus contents, les riders, d'être en CDI? Honnêtement, quand tu demandes à un livreur qui a un CDI, qui a du matériel 100% mis à disposition, avec un vélo électrique de qualité, la tenue pour qu'il puisse rider dans des bonnes conditions, de la visibilité sur son planning, sur quand est-ce qu'il va travailler, quand est-ce qu'il ne va pas travailler, avec la protection que ça apporte, je pense que nos salariés, clairement, nos riders sont contents de travailler avec Gorillas dans ces conditions-là. Après, il y a d'autres personnes, il y a d'autres livreurs qui, eux, préfèrent la flexibilité qu'offre le modèle de l'auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on a des personnes qui vont plutôt aller vers l'auto-entrepreneuriat parce que ça correspond plus à leurs besoins, des personnes qui vont rechercher de la stabilité. Alors, non, on ne propose pas on ne travaille pas avec des auto-entrepreneurs aujourd'hui. Par contre, on se rend compte qu'il y a un besoin, on se rend compte qu'il y a aussi une contrainte économique hyper forte sur le modèle du salariat et qu'on veut défendre. Donc, on défend ce modèle, on continue à aller dans cette direction. Par contre, il y a une réalité économique qu'on continue à regarder en permanence et qu'il faut prendre en compte. Et juste pour revenir, donc le statement marketing du début, les 10 minutes, c'était une communication et c'était on va dire, un différenciateur, différenciation assez important. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le use case, c'est je veux que les militants, il y a un aspect de convenience, facilité, combiné avec une bonne expérience et j'imagine, ou je pense aussi, ce que j'achète, les produits, c'est le bon assortiment, au bon prix qui me convient pour ce que j'ai envie d'avoir dans mon frigo ou à la maison. C'est ça. Exactement. Donc ça a évolué un peu le modèle de il faut que ça soit là dans 10 minutes à je change un peu l'habitude, je ne me déplace plus, je reçois à la maison et j'ai des bons produits comme avant. Exactement. Plus facile. Exactement. Donc le client recherche deux choses. Il recherche l'offre qui soit de qualité et au bon prix. Et c'est ce qu'on propose nous. Notamment, on a signé un partenariat avec le groupe Casino et notamment avec Monoprix. Donc, on présente aujourd'hui un assortiment qui est à peu près de 2500 références dans lequel il y a notamment des produits de marque de la MDD Monoprix. Et on remarque que c'est extrêmement plébiscité. Donc, on a une offre qui couvre aujourd'hui pas l'ensemble des besoins du consommateur, mais qui en couvre une grosse partie et à des prix qui sont très abordables. Donc, on remplit ce côté-là. Mais par contre, le client cherche aussi la fameuse convenience, donc la flexibilité. Et la convenience, c'est deux choses. C'est la rapidité quand même. Et tant que tu livres en dessous des 20 minutes, tu es, quoi qu'il arrive, complètement disruptif par rapport à n'importe quelle autre méthode de consommation aujourd'hui. Et aussi, la deuxième chose qui cherche, c'est le fait de pouvoir déléguer ça, le fait de physiquement ne plus avoir à s'organiser pour aller au supermarché.
Et aujourd'hui, Gorillaz, en remplissant ces 3 propositions sur l'offre, sur le délai et sur la délégation de la tâche, fait que ce mode de consommation, qui était considéré il y a encore un an comme anecdotique ou temporaire ou qui allait péricliter, on se rend compte qu'on est en train de gagner des parts de marché qui grossissent tous les mois et que dans quelques années, moi j'y crois vraiment de façon fondamentale, mais que ce marché qui représente quelques centaines de millions d'euros, dans 2-3 ans, on parlera de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et donc, si je me rappelle bien, en fait, quand on était chez Groupon ou dans le retail, souvent, il y a price, selection, convenience. Prix, vous êtes donc au niveau de... On a la moyenne des supermarchés parisiens, donc ce n'est pas un facteur de différenciation majeur. Ouais. Sélectionne ce qu'il faut. Exactement. Vous avez ce qu'il faut, le nécessaire. Et c'est la convenience, c'est la facilité, etc. Vous êtes imbattable et nouveau et disruptif. Exactement. En gros, c'est ça. Et dans ce sens-là, est-ce qu'un Amazon, par exemple, qui a joué aussi beaucoup sur ces créneaux-là, peut se faire livrer aujourd'hui très rapidement presque n'importe quel produit, à part, très limité, la nourriture, ou les produits, on va dire, du quotidien. C'est un concurrent? Alors, non, c'est plus un concurrent. Ils se sont retirés sur cette partie-là. Aujourd'hui, nos concurrents, moi, je considère que j'en ai 2 principalement. J'ai la grande distribution, dont je viens prendre des parts de marché finalement, parce que je viens apporter une solution différente, différenciante par rapport à ce qu'ils offrent, plus de convenience. Et effectivement, mes concurrents directs, qui font aussi du quick commerce. Et c'est un marché où il y en a beaucoup. Lorsqu'on en a parlé il y a un an, on était 2 acteurs sur le marché. On arrivait en 2e, Gorillaz. Et aujourd'hui, on est plus de 12 acteurs sur ce marché. 12 concurrents directs dans le quick commerce français. Donc ça oblige en permanence à maintenir un niveau d'exécution et de qualité de service qui est impressionnant. Mais là, je joue vraiment fair play là-dessus. Pour moi, la concurrence est saine. Parce qu'elle permet déjà de conquérir ce marché, d'expliquer aux clients ce qu'on fait, qui est une grosse barrière d'entrée aujourd'hui. Nos clients ne nous connaissent pas. On se rend compte que quand on parle de Gorillaz ou du quick commerce, les gens sont souvent ne connaissent pas. Donc plus on est nombreux, plus on permet d'évangéliser ce marché. Et le deuxième, c'est que ça permet aussi je te le disais, mais de toujours vouloir se surpasser pour que l'expérience reste la meilleure. C'est justement ce qu'on a vécu chez Groupon au début aussi, et ce que je vois aujourd'hui dans ma vie des bureaux flexibles aussi. C'est effectivement grâce aujourd'hui d'un WeWork ou d'autres coworkers que l'offre en fait a assez développée, et en quelque sorte on leur doit aussi un peu de la réussite qu'on puisse avoir, et aussi grâce à nos confrères ou concurrents, comme on veut le voir. En fait, on se réveille le matin, ça nous force de donner le mieux de nous. Et donc, c'est en quelque sorte, c'est une compétition où on est dans le même équipe en quelque sorte aussi, parce qu'on fait évoluer l'offre, le marché, qui est un nouveau marché, qui change des habitudes, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Après, donc, il y a d'un côté le rapprochement avec Monoprix Casino pour le sourcing, et de l'autre côté, il y avait des nouvelles de Frischti. Exactement. Frischti qui a été une grosse nouvelle annoncée. On a annoncé effectivement maintenant il y a quasiment un mois qu'on était en discussion exclusive en vue d'un rapprochement avec Frischti. Et c'est en train d'effectivement de changer aussi la face du quick commerce français, puisque Frischti est l'acteur historique qui a commencé son activité il y a 6 ans en proposant justement des plats préparés avec cette logique de qualité des plats, fraîcheur des produits, et en même temps des prix qui soient très bien positionnés. Et en 5 ans, ils sont devenus effectivement, ils ont gardé cette position de leader sur ce marché. C'est une marque qui aujourd'hui est extrêmement forte, qui jouit de process et d'une technologie qui sont très bonnes aussi. Et lorsqu'on regarde la force, la capacité de développement de Gorillaz d'un côté à prendre ses parts de marché, et en même temps qu'on regarde l'expertise et l'expérience Frischti, on se dit mais pourquoi ces deux-là ne travaillent pas ensemble? Et c'est exactement ce qu'on a fait à travers effectivement ce rapprochement. C'est permettre d'allier effectivement la capacité de développement, la rapidité de capacité de développement
avec l'expertise sur ce marché qu'a Frishti pour continuer à apporter une offre qui soit d'encore meilleure qualité pour le client. Donc on va élargir effectivement l'assortiment en mettant nos assortiments en commun et en même temps pouvoir rester à un niveau de convenience et d'expérience client qui soit celle qu'elle est aujourd'hui, qui est assez extraordinaire, quoi. Je me rappelle d'avoir parlé à Quentin à l'époque, il y a 5 ans, où il parlait déjà du frigo connecté. Donc ils étaient un peu en avance sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, les deux forces réunies vont permettre de vraiment démocratiser l'offre et aussi avoir le bon équilibre entre les produits, la livraison, la puissance. Et est-ce que c'est aussi, par rapport à ce que tu dis tout à l'heure sur la concurrence, est-ce que ce n'est pas un enjeu de consolidation et de taille pour devenir rentable? Parce que ça, c'est une des grandes questions. On voit des levées de fonds de centaines de millions d'euros, mais on se pose la question, quand on regarde aussi des acteurs, on va dire, un peu similaires, Deliveroo, Delivery Hero, etc., il y en a peu qui ont vraiment réussi à créer une profitabilité. Comment tu peux devenir rentable? C'est le cœur du réacteur et c'est ce qui fait qu'on durera dans le temps. C'est est-ce qu'on va réussir à survivre économiquement? C'est la question que j'ai quasiment tous les jours. Effectivement, au-delà de la possibilité d'offrir une offre pour le client qui couvre l'intégralité de ses besoins, donc qui fait que potentiellement il n'a plus besoin d'aller sortir pour faire ses courses, sauf s'il plébiscite vraiment son artisan de quartier. L'autre intérêt, effectivement, et la force de Frishti, c'est le fait qu'ils ont réussi à démontrer que ce modèle était profitable. Et en alliant justement les forces de Gorillas avec cette expertise Frishti, on arrive aussi à accélérer cette trajectoire de profitabilité pour nous. Et ça, effectivement, c'est aussi un des intérêts de ce rapprochement stratégique. Tout à fait. Mais il est vraiment double. À la fois, on vient compléter l'offre pour le client, et en même temps, effectivement, on vient accélérer notre trajectoire. OK. Donc, merci Pierre. Pour tout le savoir-faire et tous les commentaires que tu as pu faire sur le marché, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter ou des commentaires que tu voudrais faire? Écoute, je pense qu'on a couvert énormément de sujets. Je suis extrêmement excité par la trajectoire que prend le quick commerce. Je pense qu'on est vraiment en train de changer fondamentalement la façon dont le client consomme, en étant plus proche du client, plus flexible. Et dans des meilleures conditions aussi pour les équipes qui travaillent avec nous. Je pense que Gorillas et maintenant Frishti et Gorillas continueront à être vraiment leaders de ce marché si on maintient les valeurs dont on a parlé, tout en apportant une offre qui reste compétitive et en même temps une expérience exceptionnelle pour le client. Et on est sur une trajectoire qui permet de le faire, donc extrêmement content de ce qu'on a vécu et de ce qu'on va continuer à construire dans les mois et les années qui viennent. Merci et bonne chance, on va suivre. Merci Franck, merci à toi. On te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Merci.